Octobre pointait fraîchement. Ce n'est pourtant pas ça qui en colère Joséphine, c'est cette route et cette berline, chancelant aux ornières, qui se querellent sous son ventre. C'est donc à Fabrezan, place du Plot, à quelques lieues de la Grâce, le berceau familial, que Charles Hortensius naquit, fils quatrième et dernier. Quelques mois plus tard, la famille s'installe à Limoux. Le père enseigne à la pension Espareil, son enthousiasme, sa démesure en faveur des pensées nouvelles, du parti avancé, il les paie chèrement par des déplacements répétés, l'isolement. C'est l'avant-siècle aussi dans cette province languedocienne, mais pour quelques-uns. Puis c'est le départ pour Paris, où les Cros s'installent rue du Bac. C'est aussi l'automne au jardin du Luxembourg. Charles a tout juste 2 ans. Il court vers le bassin, comme font les enfants, se penche, le visage effleure l'eau que le soleil irise, s'il ne la réchauffe guère, une image s'y reflète, la sienne. Il sourit. L'âge venu, Charles mène ses humanités sous le préceptorat de son père, d'orthodoxes études, celles des langues anciennes, le grec qu'il sut le mieux, le latin, le sanskrit et l'hébreu, auxquels s'ajoutent les mathématiques, la musique, la médecine même, qu'il étudiera 3 années durant. Nous n'en savons pas davantage de Charles adolescent, seulement qu'il formait, ses frères et lui, une bande bien singulière et sérieusement insolite. Cette jeunesse, nous la voyons dilatée par le désir, inclinant vers l'épopée, gaillarde ou ébahie, ses selons, cherchant à recueillir les confidences des statuts d'un empire qui s'éteint. Charles veut maintenant, hors du cercle familial, partager ses connaissances. Plus encore, il exige le monde. Un brevet de répétiteur vite obtenu et par facilité sans doute, il pousse la porte de l'institution voisine des sourds-muets. Accueilli par M. Vaïs, un censeur à l'ancienne, rigide, froid, le règlement lui tenant lieu de conscience. Mais c'est les cafés de Saint-Germain et du Montparnasse, ces théâtres des nocturnes qui en premier lieu l'accaparent. En mai, Henri vient le rejoindre à l'institution, il enseigne le dessin. La facétie anime les 2 frères. Henri rédige un texte satirique dirigé contre un collègue. L'offense est relevée. Henri est convoqué en duel par le malheureux Raillé. Charles sera son témoin. L'affrontement tourne à la comédie. Au retour du pré, sommés par Vaïs de s'expliquer, ils seront démis sur l'heure de leurs fonctions. Charles ne déplore rien. Il regrette seulement de ne pas pouvoir pousser plus avant son étude sur le langage des sourds-muets qui était sur le point d'aboutir, grâce, dit-il, à sa connaissance du sanskrit et de l'hébreu. Effectivement, sa thèse est que pour aplanir les difficultés que le sourd-muet rencontre dans l'étude de la langue, il faut davantage s'appuyer sur l'ordre inhérent aux signes naturels, opposé à l'ordre analytique. Là débute la longue errance du grand mince. Un Italien qui voyage en Corbière par un début d'automne ensoleillé peut se croire chez lui, ou mieux, dans un tableau de la peinture siennoise du XVe siècle. Il reconnaît parfaitement les cieux. À l'heure de l'Angélus, la découpe du village, ce surgissement abrupt hésite entre histoire et disparition. Les cyprès, vanité du dressé, résistent à la mort de Dieu. Seule leur intention relie encore les mondes d'en haut à ceux d'ici-bas. Et puis la rivière, l'âme verte, scintillante, fichée dans les rochers, séparant le monastique de l'ordinaire cité, précairement reliée par un pont au versant incliné, chacun cachant l'autre rive. Cette rivière, c'est l'Orbieu et le village La Grâce. La Grâce est une petite fabrique de grande mélancolie aux couleurs de souillure, comme celle qui coule des yeux ternes d'une madone de pacotille accrochée au flanc nord de cette bourgade. Charles y vit auprès de sa mère. C'est chez son oncle, rue Saint-Michel, qu'un lointain parent, tout juste sorti de l'adolescence, lui est présenté. Ils ne se déplaisent pas. Sans amour, les relations gagnent en audace. On les voit souvent, tous les deux, aux heures chaudes, dans les rues du village. Ils se dirigent vers l'église, une bien ordinaire bâtisse, et juste avant de franchir le porche, cette rue courte, étroite, que le soleil honore à peine au midi du plein été, est une invite. Comme les étoffes, leurs mains se froissent, les langues se cherchent, les visages, les corps ont la tension des heures d'exploit, ils s'écartent,
se pressent de nouveau, ils se tiennent sur la pointe des pieds comme des dieux sur l'axe d'une toupie. Maintenant, ils tournent autour de la terre, le plaisir de coïncider se dit là en promesse. Traversant la nef, à la hauteur du transept, les jeunes gens s'étonnent heureusement devant une vierge à l'enfant de taille modeste. Marie est ici légèrement hanchée à gauche et vêtue d'une tunique plissée qui lui tombe aux pieds, qu'elle a découvert et chaussée de sandales. Par-dessus son chiton, elle porte le casaquin décolleté, aux manches amples, lacées jusqu'à la taille. Et puis, l'artiste est de son temps, du XVIe siècle. Alors, il jette sur les épaules de la Madone un fichu, légèrement drapé, qui tombe court. La main droite est dégagée, qui tient une branche d'olivier. Sur le bras gauche repose, vêtu d'une chemise foncée, Jésus, tête nue, cheveux frisés. Il tient de la main droite la croix, dans sa gauche le globe, le monde, simplement. Mais déjà, l'Église n'est plus tout à fait pour ce temps l'armure des âmes, armure froide et sombre qui vous protège de vous-même et du monde par l'arme blanche de la peur. En novembre, Charles et sa mère regagnent Paris. Verlaine se rend à l'invitation d'Antoine Cros au Royal. Antoine rappelle le dur combat qu'il a mené ces derniers mois contre le choléra qui affectait Paris et vient tout juste d'être gagné, mais sait-on jamais? Charles est là, qui reçoit sa part de reconnaissance pour l'aide apportée à son frère dans cette croisade. C'est le moment des félicitations, moment que Charles ne saurait goûter, lui qui n'aura qu'un désir, celui de désobliger. Alors, avec Verlaine, ils échangent quelques mots, puis tous deux vont, Villon en tête, dans la nuit, vers Saint-Germain, le divin quartier. L'heure verte les appelle, au Bobino, rue de Fleurus. Il y a là François Copé, comme à demeure, et ce bon Gustave Pradel, l'hébété, costaud comme un lundi, qui, avant le cercle zutique, termine son unique texte, si l'on accepte quelques sonnets sans grâce, une pièce de théâtre, Christophe Colomb, tout un voyage. Mais ces lignes-là, tombées de sa main, ont bien tournoyé un peu avant que de finir poussière dans l'implacable volcan du temps, celui des hommes qui ont choisi la lettre plus qu'ils n'en furent élus. Ce soir, l'alcool est à la barre et les conduira tard au port, le jardin du Luxembourg, tout proche, la tête fleurie de rêves colorés par la vue du semis d'étoiles et puis aussitôt chavirée dans les eaux noires du bassin du parc du Sénat. Décembre passe et lui seul sait que de la rencontre entre ces deux, Verlaine et Cros, la poésie sera changée, tout au moins sa musicalité. Pour Charles, 68 est bien une année de grâce. Septembre vient, doux et généreux. Les vendanges sont bonnes, dit-on. La chance a choisi l'automne pour permettre une première rencontre entre Charles et la muse du Parnasse, la sienne d'évidence, Nina de Villars, et pour lui, c'est entrée dans la vie, et le salon de Nina sera l'écrin que l'amour magnifiera. Nina, c'est l'aisance, la sensualité, une beauté à l'espagnol, de taille modeste mais l'esprit haut, elle fait flamber les hommes. Edmond Bazire, le révolutionnaire bien sûr, et Anatole France, avec qui Charles se brouillera, au point qu'il l'aurait fait passer de via trépas si des mains amies ne l'avaient retenu. Bien d'autres connaîtront Nina, pas un comme Charles, absolument. Manet l'a peint à plusieurs reprises, les Boutins la gravent, les statuaires affrontent la pierre et le bronze pour la célébrer. Banville, Verlaine lui consacre quelques vers, c'est Byzance que chérit Charles, et cela lui convient, lui qui veut enchanter le monde. Il s'y emploie d'ailleurs, écrit poème après poème, s'épanche jusqu'à l'étourdissement, va de la fantaisie au tragique et veut, contre toute loi naturelle, marier diastole et systole, célébrer avec ou sans cymbales les noces de la poésie et de la chair. Il sait, le temps le ronge, qui a fait alliance avec la verte faucheuse. Entre Charles et Nina, la passion gouverne. Elle régente même mes rêves, dira le poète, qui ne distinguera jamais vraiment entre l'imaginaire et l'ordinaire existence. Et pour cause, le merveilleux lui fut donné comme naturel, l'âme de l'Almé est son point d'excellence.
À la même époque, sur le front politique et militaire, le temps se gâte gravement. Les armées prussiennes se sont jouées des bataillons rencontrés à l'Est, avec à leur tête le frais nommé général Bazaine. Ce sont les affronts de Borny, Gravelotte et Saint-Privat avant le repli sur Metz, puis Sedan, où, acculée au désastre, l'armée capitulera. Les troupes ennemies filent vers Paris qu'elles assiègent. Alors, quelques-uns, refusant la défaite et le gouvernement de défense nationale réfugié à Versailles, forment à Paris et dans la plupart des villes de province un gouvernement révolutionnaire. Thiers arrache les canons de la butte rouge. La riposte ne se fait pas attendre et les généraux capitulars sont fusillés rue des Rosiers. Fin mars, le 28, le Conseil de la Commune est proclamé. Au journal officiel, le prolétariat de Paris revendique, en face de la ruine de la patrie et de toutes ses espérances, son devoir impérieux et son droit absolu de prendre en main ses destinées et d'en assurer le triomphe en s'emparant du pouvoir. Mais les lignards, par un carnage sans nom, faucheront cet espoir. Le premier pouvoir révolutionnaire prolétarien. Charles est du côté des insurgés. Il sait que le malheur des hommes n'est de rester sourd au chant des soulèvements, que conjoindre révolte et idée, c'est être du côté de l'idéal. Il nous donnera La blessée ou encore Comme tu souffres. C'est crever de jour, ces nuits blanches, aveugle comme un trou, l'éreintes. Pas peur des représailles, lui et ses frères s'éloignent. Quelque temps de Paris. C'est, croit-on, vers Fontainebleau qu'il se réfugie. Henri, le peintre, y noircit carnet sur carnet. C'est déjà Barbizon pour les paysagistes. Dans le même temps, Nina s'enfuit à Genève pour y mener, à peu près, la vie qu'elle avait à Paris. Les trois frères sont de retour. L'appartement de la rue de Rennes a été bombardé. Les parents sont partis pour l'Aude. Charles, à l'invitation de Verlaine, loge boulevard Saint-Germain chez la belle-mère de celui-ci, la délicieuse Madame Mottet, à qui le beau-fils écrira « Vous fûtes bonne et douce en nos tristes tempêtes ». C'est décidément l'année des révolutions. En mai, un tout jeune homme adresse à Banville quelques poésies. Mais que peut l'honnête Banville pour ce gamin, ce nourrisson des muses ? Rien, sinon lui tenir des propos de père de famille, des fadeurs. Le jeune homme écrit alors à Verlaine, qui lit, relit, s'effare, partage ses lectures avec Charles et quelques autres qui eux aussi s'émerveillent. Dès lors, tout va très vite. Aux lettres enthousiastes que le jeune homme reçoit, il répond par retour qu'il faut que ses nouveaux amis l'accueillent à Paris, qu'il n'en peut plus de ce pays mort, de sa mère, cette daronfe. Hélas, sans leur aide, il ne peut les rejoindre. Il est sans ressources, qu'à cela ne tienne. Venez, chère grande dame, on vous appelle, on vous attend, répond Verlaine. Fin septembre, Verlaine et Charles sont gare de l'Est. Dans quelques instants, ils salueront le prodige. Le train s'immobilise et dépose son lot de voyageurs. Les têtes de ces deux-là, comme le font les dindons, picorent le vide à la recherche de la silhouette attendue. En vain. Il faut se rendre à l'évidence, celui de Charleville n'est pas là. Le vent triste, qui n'appartient qu'aux gares quand se sont mal accordés les rendez-vous, ce vent les pousse vers la sortie, vers le canal Saint-Martin, qu'ils décident un temps de longer. Ils arrivent finalement rue Nicolet, où l'invité, défiant dans ce domaine aussi l'ordonnancement des rythmes classiques, les a précédés. Charles, au dîner, fait feu de toutes ses pièces sur la poésie du plus jeune qui lui répond laconiquement. Il vient de douter, peut-être même de conclure que Charleville est partout et que tous sont Isambard, excepté Verlaine, que ce prélude déjà gracie. L'âme de Rimbaud bleuie au feu de ces anodines soirées se durcit, s'affûte, s'effile pour devenir bientôt la plus haute lame de la poétique moderne. Ne soyons pas partisans, on pourrait tout aussi bien dire que Charles et Rimbaud se sont reconnus, fraternité des exceptions, celle de la grâce pour l'un, du génie pour l'autre. D'ailleurs, Charles héberge Rimbaud une quinzaine de jours, mais celui-là en fait trop, toujours trop. Le voilà qui fond sur lui un poinçon à la main et veut le frapper. C'est finalement sur la revue L'Artiste, dans laquelle Charles patiemment édite et compose ce qui sera le coffret de Santal, que Rimbaud jette sa haine, il troue, lacère, anéantit. Celui-là obéira constamment à la raison comme un cadavre. Alors, à bout, Charles pousse Rimbaud dans la nuit.
Ce n'est pas même une rupture de leur fragile télème, juste un suspens. D'autres rencontres donneront lieu à de nouveaux écarts. Charles raconte que tous les trois, Verlaine, Rimbaud et lui, sont un soir dans ce rade du rat mort, particulièrement excités par l'alcool et le vertige poétique qui les taraude comme jamais. Soudain, Rimbaud leur suggère, pour une expérience, de poser bien à plat leurs mains sur la table. Ils s'exécutent. Prestement, Rimbaud sort un couteau de sa poche et blesse Verlaine au poignet, puis à la cuisse. Chez Rimbaud, le langage des actes vient tout droit d'un temps archaïque, dionysiaque, où l'on ne se disait que dans le rire et l'angoisse. Il lui manque à jamais l'image qui le fit, Vitali et le capitaine, figure qui le hante et l'oblige à se tenir droit et fragile sur les nuées de la rime, ou bien couché dans la fange de la trahison. Verlaine, pour sa part, sait qu'une grande bataille ne s'arrête pas au premier sang versé, et avec mansuétude accepte, c'est le tribut qu'il doit, croit-il, à l'homérique devenir du verbe. Au jeu sans règle de la poésie et de la folie, Rimbaud les surpasse tous. Les utistes, les vilains bonshommes sont battus, terrassés. C'est l'insipide de l'étourdissante hagiographie. Et puis juillet, le mois blanc, vient où le soleil est trop haut, trop longtemps. Mathilde, la légitime, s'étonne de l'absence de Verlaine. Elle suspecte, fouille le secrétaire et tombe bien sûr sur la fameuse correspondance. Elle s'effraie, appelle Charles. À qui d'autre s'adresser? C'est la fin d'une grande journée de ce mois immense qu'agrandit encore le vide créé par la fuite de ces deux-là. Charles accourt. À son tour, il lit et rapidement choisit le parti de ceux qui, comme lui, ne sont pas assurés de leur élection, celle venue de très loin, du père lui-même peut-être. Il se range aux côtés de Mathilde. Les deux autres ont rejoint Bruxelles et se moquent du reste, tout au bonheur d'être dans les bras l'un de l'autre, étourdis par le tumulte que fait leur plaisir qui dissout le temps et l'espace. Savent-ils que tout à l'heure, demain, ils se tireront dessus? Nina est restée à Genève. Charles plie sous le coup de cette séparation. Il se souvient de ses seins d'ivoire, polis par l'arrogance et enrage. Décidément, Paris est désert, et désespérantes les nuits trouées par la lumière jaune des réverbères que le gaz fait siffler, comme seuls sifflent les serpents d'Asie ou d'Afrique. Charles s'ennuie gravement. Sa tête est comme la banlieue obscure du monde en ruine. C'est surtout au coffret que le poète travaille. Il liste, organise, défait, compose à nouveau ce recueil tout entier dédié à Nina. Mais Dizin et Triolet ne vous rendent pas la musique si facilement. La gueuse Villanelle guette qui veut vous écarter des harmonies, vous pousser au ravin. Charles ne cédera pas. Il dit qu'il ne balancera pas la lettre ronde dans le vide, dans le feu du silence. Le maire fait toujours des manières pour le publier. Alors Charles, impatient et excédé, fera imprimer à Nice par Vérani. Le 1er avril, c'est la sortie d'un orgueil, d'un zigzag de 30 ans couché dans les 170 pages d'un volume in 16 imprimé sur un confortable verger de Hollande. Charles rêvait à bien mieux. Cela, il ne le dira pas. Il dira seulement le bonheur de prendre en main ce volume au papier soyeux, au grain juste et fin, celui de la peau de Nina. Il sait maintenant que l'œuvre non seulement ne comble pas l'abîme de l'énigme de l'homme, mais tout au contraire, le creuse. Le coffret réalisé, Charles s'empresse aux envois. Le silence, lui seul, répond. Par avance, le présent l'oublie. C'est l'heure d'émeraude qu'il épouse, et le futur dans un flot d'absinthe se noie. En avril, après un court séjour à Marseille, il regagne la capitale. Si Paris ne l'attend pas, Paris le reçoit, les brasseries surtout. Au voiturier, Charles très souvent donne l'adresse du café de la Nouvelle Athènes, place Pigalle. Là, écrivains et peintres se rencontrent, s'apostrophent, ou tout bêtement s'épaulent pour le dernier mot, un dernier vers. Aujourd'hui, c'est la très belle et chuchotée Berthe Morisot qui émeut et mobilise l'essence de Charles. Bienheureux alors ceux qui marchent aux côtés des anges, qui tutoient l'aile de ces créatures.
Élève du Lyonnais Guichard, cette toute jeune femme peint, fort convenablement, des scènes intimistes principalement qui préfigurent l'abstrait. Ce n'est pas seulement le résultat du travail de ces pinceaux qui enivre Charles, c'est ce grand corps laiteux au sommet duquel trône un visage impérial encadré d'une immense chevelure exactement brune. Il est là, derrière elle qui peint, bravant son émoi, son trouble. Sur les lèvres que font les plis de sa nuque, passionnément, il appuiera les siennes avant que ne retombe la mantille en guipure noire. La possession d'une femme ne lui était pas un désir à assouvir. L'idée seule de cette possession suffisait à sa brûlante convoitise. Elle occupait l'espace, repoussant au désert toute solitude. Et pris, il était requis moins par une femme que par l'amour lui-même. Berthe fut le modèle aimé de Manet, dont elle épousa le frère Eugène. C'est par l'intermédiaire de cette femme exquise que Charles fera la connaissance du peintre du vrai soleil. Ce sera la naissance d'une amitié jamais démentie et qui demeurera joyeusement féconde jusqu'à la mort du peintre du balcon. Et sous l'influence de Manet que Charles, dans l'atelier que Nina met à sa disposition, s'essaie à la savante cuisine des couleurs et des formes, ce au point de lui écrire « Je voudrais que vous vissiez ma peinture, on prétend que je vous pastiche ». Sans doute Charles exagère. Toujours est-il que Manet lui rend visite, l'encourage certainement, n'est-il pas son ami ? Plus que l'étoile distraitement entrevue, c'est Nina que Manet remarquera, et d'évidence, il préférera le modèle aux laborieuses copies. Alors Nina, ravie, se rendra dans l'atelier du peintre pour, à ses yeux, de toujours trop brèves séances de pause que viendra clore la dame aux éventails. Charles n'est pas dupe, il sait le peu de talent qu'il a dans l'art des couleurs et du trait. Il abandonne bien vite palette et pinceau à son frère Henri, qui continue, lui, de batailler avec l'arc-en-ciel. Charles rabote alors la langue jusqu'au dernier copeau, jusqu'au fin lambeau de verbe qui le laissera exsangue sous le linceul des mots. Il ne doute pas que les cadenas qui ferment l'entrée des grottes où sont les ombres du savoir se transformeront bientôt en fil d'or. Pour l'heure, il termine un ample poème, Le fleuve. Réjoui du résultat, il adresse ce texte à son dédicataire, son ami Édouard, lui proposant, si l'envie lui en vient, d'exécuter 2 ou 3 encres qui accompagneraient ce volume. Manet répondra par l'envoi de 8 eaux-fortes qui magistralement emmystèrent le texte. Charles sera présenté au jeune et talentueux comédien, alors en pleine gloire dans les grands rôles de Molière et pour sûr le plus prisé des locataires de la Comédie Française, Ernest Coquelin. Cette rencontre va raviver pour quelque temps la maigre flamme de la reconnaissance. C'est bien sûr chez Nina que le comédien donnera lecture des textes que lui a fait tenir Charles. D'abord, le coffret. Nina vient de louer au Batignolles un claque, tout juste débarrassé de ses pensionnaires, à 2 pas des grilles de l'octroi. L'endroit est désert, pour ne pas dire sinistre. Et ce halo lumineux aux portes du bout du monde étonne. Le fronton de l'entrée, flanqué de 2 amours nus couchés dans les fleurs, annonce le goût baroque qui prévaut dans la nouvelle demeure. Ici, Coquelin lira pour la première fois le Harensort. Le choc est intense et décisif. Il inscrit aussitôt le poème à son répertoire. Coquelin travaille avec Charles sur la manière de dire cette fantaisie, choisit le meilleur moment du spectacle, tout est minutieusement pesé, le succès populaire est immédiat, total. Charles, dans le domaine de la science, est un rebelle. Il veut apprivoiser le réel au travers de l'impalpable chimère. Il avance en vacillant sur une ligne de crête, hésitant entre le versant du fantastique et celui du nécessaire empirisme. Il rêve, au bout du compte, de célébrer les noces de la science et de la poésie. Depuis 1967, il travaille au système permettant la reproduction des couleurs en photographie. C'est avec les armes de la science qu'il tente un dernier combat, une dernière danse qui effacerait ses deuils, réduirait en cendres le cocon funéraire. De plus, une rente annuelle pharaonique de 30 000 francs lui est promise si ses recherches aboutissent. Charles explique que l'idée de reproduire le son, la voix, lui est venue en voyant vibrer le fond de son chapeau quand il parlait. Ce que croit bien volontiers son ami Alphonse Allais, qui l'encourage. En avril 1977, Charles adresse à l'Académie des sciences une 60aine de lignes raturées
la description du paléophone. À la même époque, en Angleterre, Edison dépose, impeccable, le descriptif d'un appareil analogue, plus perfectionné, nous en conviendrons. Mais ce qui va distancer définitivement l'un des deux prétendants à la découverte, c'est qu'à la différence de Charles, Edison se lance immédiatement dans la réalisation de l'appareil qu'il présentera à l'Académie lors d'une séance en tout point mémorable, celle du 11 mars 1878. Le ventriloque est bien né là, dans l'enthousiasme général. Il est attribué à Edison. Peut-être davantage que la photographie polychrome, Charles tenait à ce que lui revienne la découverte du phonographe, qui était pour lui un par-delà la présence, une trace d'éternité, le prolongement des pierres de la loi. L'Académie des sciences, dans un compte-rendu de 1879, lui attribua, pâle compensation, l'invention du chromomètre qui permettra de tirer des positifs et d'assurer des projections, certainement pas d'éclairer la gloire qui décidément l'ignore. En 80, Charles, par dépit, en saltimbanque des sciences, en sorcier échoué chez le petit père Comte, fera la démonstration de la machine qui parlait comme un homme lors de la foire de Saint-Laurent de la Cabreris, bourgade voisine de la Grasse. L'appareil rudimentaire, composé d'une casserole et d'un mécanisme comparable à celui des tournepoches, le tout reposant dans une simple caisse en bois, répétait inlassablement à un parterre de vignerons hébétés « Tu dors, Brutus, et Rome est dans les fers. » Nous touchons au tragique. Charles s'est réfugié chez ses parents, rue Jacob, au numéro 11. La rue est calme, provinciale, on y voisine très simplement. Dans le même temps, arrivant des petites Antilles de Saint-Thomas, Madame Yardemal, ses filles Laura et Marie s'installent tout juste en face de la demeure des Crocs au 12. Le père, lui, est resté à Saint-Thomas où il commerce. Marie était de belle éducation, on dit qu'elle fut quelque temps au Danemark jeune gouvernante de la princesse Dagmar. C'est sans doute rue Jacob que Marie et Charles se croisent pour la première fois. Si l'amour ne les précipite pas immédiatement l'un vers l'autre, l'amitié les assemble et bien vite les unit. Les outils nuptiaux sont là, rudimentaires. Charles écrit cette alliance à main nue, la tête dans le vide. En avril 78, le mariage est décidé. Il sait que cette cérémonie est le silence assuré à sa sensualité. Le mariage civil fut célébré quelques jours plus tard, le 14 mai, à la mairie du 6e arrondissement de Paris. Des invités, l'on ne sait rien. Seuls sont restés les noms des témoins, ceux de Charles, sont sans surprise, Théodore de Banville, Ernest Coquelin et Édouard Manet. Marie et Charles s'installent modestement, dans guère mieux qu'un galetas, rue Christine, et comme pour souligner la précaire situation, les mères les accompagnent de leurs longs et profonds soupirs. C'est vrai que l'on s'entête souvent auprès des femmes qu'on a mal aimées au point de les épouser. Bien vite, Charles reprit ses sorties. C'est en compagnie de Rolina, filleule de Madame la baronne George Sand, qu'on le rencontre tard dans les brasseries du quartier latin. Goudot les rejoint et déclare à qui veut ou non l'entendre que tous trois sont hydropathes. Le groupe est né, qui s'élargit, la laine de la fraternité retrouvée réchauffe bien un peu, alors coule à nouveau de sa plume les vers en ébriété épileptique. Le succès de ces assemblées hétéroclites, faites de poètes, de musiciens et d'acteurs, mobilise unanimement des gazettes les plus légères aux journaux les plus graves. Jules Laforgue sera de ces soirées, mais qu'importe, au fond, à Charles, ses succès de cafconce. Il sait que sa marche a basculé, qu'il descend inexorablement vers le royaume de Pluton, poussé en cela par le souvenir de Nina. Le statut de saltimbanque applaudi ne saurait désormais masquer ses échecs poétiques et scientifiques. Dans cette nuit souffle aussi le vent glacial de l'impécuniosité. C'est chaque jour le blême décembre, et c'est lui qui accueille, en février 1879, la naissance du premier fils, Guy Mathias Charles, alors que sur la mer de l'indifférence, le père dérive. Les traits d'une jeunesse héroïque sont devenus balafres, ridicules prosopées d'un temps révolu. Les hydropathes doucement s'éteignent et Paris traîne le regret de cette disparition.
Les mêmes, ou à peu près, tentent sous le nom d'Hirsute un retour, mais en vain. Ceux-là se sont épuisés à courir après le vent. Les temps qui suivent sont blancs de toute publication véritablement représentative des poètes rendus au silence, à tout le moins au murmure. C'est autour de 5 heures que Charles arrivait à l'Institut, saluait Goudot, Allais, Forain, Villette, d'autres encore. N'oubliez jamais d'adresser un signal amical à la nuée citéréenne attachée au service, alors attablé, absent à tous, il se préparait une verte. Qui mieux que lui dirigeait à l'alambic élémentaire? Il n'y a pas besoin de verser de haut, c'est un préjugé. Il faut aller doucement, doucement. Et puis tout à coup, flouf, on a une purée parfaite. La faucheuse au corps, l'œil fiévreux, Charles s'accoudait au bar. Immuablement, Salis annonçait le bon poète Charles Cros. Selon les jours, mais sans se départir de sa voix sèche, la lèvre supérieure avancée, Charles murmurait l'Archer ou quelques poèmes du coffret de Santal. Complice et ravi, le public reprenait l'une des mélodies qu'avait composée Marie Krisinska. Claude Debussy, élève au conservatoire, mit lui aussi la fermeté de son dessin mélodique, ses audaces rythmiques, sa sensualité auditive au service des textes de Charles. D'autres fois, Charles croisait le regard d'Allais. C'était alors comme une gerbe de feu sur un cordon de poudre. Le poète fulminait, immolait le Philistin au boucher de sa rime, déclamait « Aux imbéciles, méfiez-vous du poète qui peut, ayant faim, vous mettre à la fin quelques balles dans la tête. » Allais n'en finissait pas d'applaudir. Le premier numéro du Chat Noir parut début 82. Charles y livrera, pendant quelque temps, la plus grande partie de son œuvre. Là encore, les ondes de la renommée ne parvenaient pas à s'élargir. Chef de bande de ceux-là qui maniaient l'humour et la fantaisie avec fortune, il parviendra à n'être le maître que de son amertume. Sous ses pieds, l'impudique destin roule déjà le tapis rouge qu'il ira proposer à d'autres. Impuissant, Charles assiste au lever du jour de Lutèce, la publication des symbolistes. Malade, fourbu, il porte le grand manteau de douleur et erre, les mains dans les poches de misère, de brasserie en brasserie, du Montparnasse au quartier latin où Clarisse, la patronne du buffet alsacien, rue Jacob, gentiment l'accueille. Verlaine dira cette auberge honnête qui vit s'échafauder le projet du Mercure de France. Depuis quelques étés, Charles a repris le chemin de la grâce où sa mère l'accueille. Le bourg est calme et triste, la vie simple, archaïque. Cela au moins le repose, surtout le corps que les alcools, les tabacs ont miné. C'est à la grâce que Charles est averti du décès de Nina. Le lent travail du deuil, réveillé en sursaut, le laisse accablé, abandonné. Longtemps, Nina de Villars a lutté contre l'ingratitude du temps qui l'a rendue d'abord obèse, presque impotente, solitaire aussi, avant que de la jeter folle dans un hospice de Vanves, où elle s'est éteinte le 22 juillet 1884. À cette reine déchue, la mort dut paraître bien douce. Dans un ultime sursaut poétique, Charles honore celle qui fut sa maîtresse, et il nous donne Diamant enfumé qui s'achève par ces mots. Toujours vers moi, ton seul amant, cher, tu reviendras des mains qui t'ont volé. Mais le grand voleur, lui, ne rend jamais. Verlaine est à Reims, où il écrit pour la revue Lutèce une série, Les poètes maudits, reprise par Vanier et qui parut quelques mois avant la disparition de Nina. Sont réunies là les études sur Rimbaud, c'est indiscutable, Mallarmé, passe encore, mais Corbière. Est-ce d'avoir pris le parti de Mathilde, Madame Verlaine, 11 années plus tôt dans la fuite de Rimbaud et Verlaine, que Charles paie, et très cher, son exclusion du panthéon des pré-symbolistes? L'auréole blême des profondeurs hostiles pointe. Il lui faut quitter la Corbière, regagner l'appartement de la rue de Rennes, où sa femme, entourée des 2 enfants, l'attend. Ce tableau de sainteté est bien réel et bien malmené dans le regard de Charles que les fièvres font trembler jusqu'à la colère. Alors volent les collodions teintés et les rêves indistincts d'un autrefois nostalgique bousculent le hautaine exercice de la mort annoncée. Cette périlleuse conjugaison se manifeste une dernière fois dans la dernière œuvre de Charles, la vision du grand canal royal des 2 mers, suprême espérance qui, comme le fleuve, s'évanouira dans les sables de l'indifférence.
En août 88, le 9, une phtisie emporte Charles Cros. Parésiaste déchu, c'est au cimetière du Montparnasse qu'il s'est retiré, où il repose désormais dans son éternel manteau bleu azur.